Depuis des milliers d'années, la mer Méditerranée abrite des cétacés. Depuis quelques décennies seulement, l'été, il ne se passe pas une seule journée sans que l'un de ces mammifères marins soit victime des activités humaines. La mer Méditerranée est à tout le monde, aux hommes comme aux cétacés, mais comment faire pour que les premiers n'effacent pas les seconds? Nous tenterons de répondre à cette question en nous glissant dans le sillage de RIMO, Réserve internationale maritime en Méditerranée occidentale. Pour l'heure, je suis tout seul, au pied de l'Estérel, quelque part entre Saint-Raphaël et Cannes, mais comme d'habitude, j'ai deux compagnons d'aventure. Ils sont sur le pont du bateau de leur père, scientifiques spécialistes des cétacés. Il s'agit de Claire et d'Adrien, que nous retrouverons tout à l'heure en mer. Avant l'homme, avant les cétacés, avant la vie, avant même que les paysages s'installent, la Terre était constituée d'une masse énorme de gaz, de vapeur et de matière interstellaire réunis par la force de la gravité. Le chiffre de 4,5 milliards d'années n'est reconnu aujourd'hui uniquement que pour situer dans le temps l'âge des roches les plus anciennes. Il y a seulement 570 millions d'années, la vie débute. Elle explose littéralement dans les mers immenses et peu profondes, alors qu'elle est totalement absente des quelques rares terres émergées, désertes et uniformément chaudes. Il y a 500 millions d'années, les premiers vertébrés apparaissent. Ils sont pourvus d'un squelette et d'une carapace. Ils vivent dans le fond des mers, en compagnie d'oursins, de coraux, de mollusques et de plein d'autres bestioles dont on retrouve aujourd'hui les empreintes fossilisées. 100 millions d'années plus tard, la vie sort de l'eau. Elle part à la conquête de la terre ferme. Les végétaux et les animaux le font presque de concert. Le massif de l'Estérel s'installe dans le paysage il y a grosso modo 300 millions d'années. Il est immense, il est jeune. À cette époque, les reptiles sont les maîtres du monde. Et pourtant, il y a 65 millions d'années, un cataclysme climatique anéantit les plus grands d'entre eux. Et c'est très bien pour les premiers mammifères, parce que jusque-là, ils végétaient dans leur ombre. Maintenant, ils peuvent se développer et se répandre partout sur la planète. Dans le monde des mammifères, justement, il se passe quelque chose d'étrange. Il y a environ 52 millions d'années, l'un d'entre eux, mesurant 2 à 3 mètres de long, pesant 300 kilos, ressemblant à une loutre géante, vivant sur le littoral et se nourrissant des produits de la mer, décide, probablement sous la pression des prédateurs, de retourner à la mer, emportant avec lui toute sa technologie terrestre. Voilà l'ancêtre des cétacés. Pouvez-vous me donner le nom d'un cétacé? La baleine à bosse. L'orque. Le dauphin. Le cachalot. La baleine bleue. John, c'est quoi un cétacé? Un cétacé est un mammifère qui est sorti de l'eau à peu près en même temps que nous et qui a commencé à évoluer sur la terre ferme, comme nous, et qui s'est dit à un moment donné, mais tiens, j'étais bien là où j'étais. Donc il est retourné à l'eau, mais avec toutes les contraintes que ça comporte. C'est-à-dire que cet animal est un mammifère, donc il respire de l'air. Donc il a fallu qu'il s'adapte un petit peu. Mais en fait, il a fallu qu'on adapte d'abord sa façon de respirer. Alors la façon de respirer, c'est bien sûr par les vents. Les vents qui se trouvent ici, écoutez bien. D'accord? Voilà. Voilà. Ça, c'est son nez, il vient d'éternuer. À tes souhaits, mec. Oh là, il a éternué. C'est comme ça qu'il souffle. Alors, cet évent ferme hermétiquement et la position naturelle de cet évent, c'est fermé. Cet animal est obligé de faire un effort, de consciemment ouvrir cet évent pour respirer. C'est pas comme nous. Nous respirons de façon automatique. Lui, c'est volontaire. Ensuite, les yeux. Il a le même problème que nous. Vous, si vous ouvrez vos yeux dans l'eau de mer, ça va piquer. Mais chez lui aussi, ça va piquer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Mais la nature l'a équipé de larmes. De larmes. Ici, devant les yeux, on les voit, qui coulent en permanence et qui protègent. C'est une sorte de masque de plongée qui protège les yeux de l'animal en permanence. Ensuite, il a fallu qu'il nage.
Et cet animal était quadrupède, donc il avait 4 pattes, comme nous. Les deux de devant, les 2 nageoires pectorales, que nous appelons ça maintenant, il les a gardées. Et ces 2 nageoires servent de gouvernail. C'est avec ça qu'ils se dirigent. Sont là les 2 nageoires. Voilà, on a une. Alors si on fait une radio de cette nageoire, on va trouver à l'intérieur exactement le même squelette que moi, que ma main à moi. Les pattes arrière ont disparu, mais il reste quand même des vestiges. Donc cet animal n'est pas allé très très loin dans son évolution. Peut-être qu'il hésite un petit peu avant de s'engager complètement dans une vie dans l'eau. Ensuite, le moteur, il faut bien qu'il puisse nager. Mais le problème, c'est que puisque cet animal est lié à la surface, il respire de l'air. Donc quand il monte à la surface pour respirer, s'il avait une nageoire comme un poisson qui marchait de gauche à droite, cette nageoire ne toucherait qu'à moitié l'eau. Elle serait à moitié immergée. Donc il a développé un système de propulsion qui est comme ça. Donc sa nageoire arrière est devenue son moteur. Regardez bien, on va vous le montrer, on va essayer. Regardez bien, là c'est la nageoire qui vient de partir, là. Oui, il nage bien. Alors cet animal entend bien sûr sous l'eau, mais on ne voit pas d'oreilles. S'il avait des oreilles comme moi, il nagerait beaucoup moins vite. Ça c'est certain. Donc hydrodynamisme oblige, ses oreilles ont presque disparu, on les voit encore sur le côté. Ça s'est réduit à un tout petit point. Ce petit point est en fait un canal qui plane d'une espèce de mousse qui va jusqu'à l'oreille interne. Mais l'animal entend aussi bien par le crâne et par la mâchoire inférieure comme nous. Alors il a quand même une petite adaptation que nous n'avons pas. C'est un système d'écolocalisation qui marche avec des sons que l'animal émet, qui rebondissent sur une proie et qui lui donnent des informations sur cette proie. Alors il émet ces sons par ce qu'on appelle le melon, qui est cet endroit ici, qui est une espèce de lentille qui sert à viser sa proie. Ensuite, il capte les sons qui rebondissent dans la mâchoire inférieure, ou dans la tête, ou un petit peu avec les oreilles aussi. Donc un petit peu partout. Les enfants, pour John, les enfants, vous m'entendez? Allô? Ah, John? Ah, vous avez vu quoi depuis ce matin? Non, on n'a encore rien vu. Enfin, on a encore toute la journée devant nous, quoi. Eh bien, bonne continuation. Au revoir. Pour les dauphins, la vie est belle. La vie est belle, mais les parents ont les mêmes difficultés que nous. C'est-à-dire que nous, on s'inquiète éternellement pour nos gamins, simplement parce que ce sont des petits êtres intelligents, et c'est le cas du dauphin aussi. Les petits dauphins, leur curiosité va leur pousser à aller faire des bêtises. Ils vont aller avaler des sacs en plastique pour voir si c'est du poisson. Ils vont aller voir ce que c'est un filet dérivant. Ils vont aller voir de très près. Ils vont peut-être trouver même qu'ils peuvent trouver du poisson dans ces filets. Et ça devient très vite une habitude qui n'est pas à prendre, parce que c'est très très dangereux un filet dérivant. Je m'en souviens très bien, août 92, d'être appelé sur un dauphin échoué sur la plage à Saint-Laurent-du-Var. Et c'était un bébé dauphin, il était mort. Et quand nous avons fait l'autopsie, on a vu que le ventre était encore plein de lait. Et on a vu autour de la nageoire caudale, autour de la queue, des marques donc, de filets tortillés. Et c'était le premier bébé dauphin que j'ai autopsié et ça choque. Ça choque beaucoup. Alors, la Marine nationale nous avait raconté qu'il y avait plein de filets dérivants au large et ils étaient très choqués par le fait qu'ils voyaient des troupeaux de dauphins entiers qui nageaient vers ces filets, probablement à mort certaine. Et donc, finalement, il fallait crier un tout petit peu, mais crier ne suffit pas, il fallait créer quelque chose. Donc, on a lancé notre association RIMO avec le but de créer une zone gérée. Alors, pourquoi? C'est très simple. Ça, c'est l'endroit, le haut lieu mondial de congrégation de différentes sortes de cétacés en été au monde. C'est un endroit ici qui est un peu plus riche que le reste de la Méditerranée. La Méditerranée est une mer relativement pauvre et il y a des remontées d'eau plus riches en sels nutritifs qui fait que la biomasse ici est légèrement plus importante qu'ailleurs.
Voilà, là il y a un petit trait sur la carte. Lors de ce passage-là, lors de la traversée entre Antibes et Calvi, il est quasiment impossible de ne pas voir 3, 4, 5 groupes de dauphins et 2 groupes de baleines. Alors imaginez, juste sur ce petit tracé-là, alors qu'est-ce qu'il doit y en avoir? On sait maintenant à peu près combien il y en a. L'été peut voir passer près de 2000, 2500 baleines. Il y a probablement 50 000 dauphins dans cette zone-là. Il y a plusieurs centaines de cachalots. Il y a également des globécéphales qui viennent en septembre. Mais c'est un endroit que si elle disparaissait demain, il n'y aura quasiment plus de cétacés en Méditerranée. Alexandre pour Mike, Alexandre pour Mike. Oui, Anacaona, je t'ai bien reçu. À toi? Quelle est ta position exacte? Alors, notre position actuelle, c'est 43,06 et 6,37, donc à peu près à 3000 au sud du Cap Lardier. À toi? Ouais, bon, on va sur zone, on risque d'être sur zone d'ici 1 heure et quart. Hein. Ok, donc on reste là, on attend. On démarre la prospection, on vient de larguer l'hydrophone. C'est donc l'antenne acoustique que l'on utilise systématiquement quand on est en prospection en mer pour les cétacés. Vous voyez, elle est là-bas. Et à 110 mètres au bout là-bas, il y a une antenne de 10 mètres avec deux microphones acoustiques. Alors les cachalots, on arrive à les entendre à 10 km quand il n'y a pas trop de bruit sous-marin. Adrien, tu avais quelque chose à l'acoustique maintenant? Bah, j'ai entendu quelque chose quand tu as allumé le moteur un peu, mais... L'antenne, elle est reliée à un petit système informatique qui nous permet de les localiser et de nous diriger vers eux. Et comme ça, on arrive à les observer et à étudier leur comportement lorsqu'ils sont en surface. Lock, 14,2. température, 23,2. Visi, 5. Bonjour tout le monde. Ok, pas les mains, pas les pieds. Salut Claire. Salut Adrien. ça... Ça va? Et vous savez comment le cachalot arrive à plonger facilement? Vous connaissez le principe? En fait, d'abord il fait toutes les respirations. À la dernière respiration, il monte son dos vachement haut. Donc en profitant sa vitesse, il prend une grande inspiration. Et en faisant basculer sa tête, il a fait basculer sa tête dans l'eau. Dès qu'il est rentré complètement dans l'eau, ça va de 1 à 3 mètres secondes au départ. Vous êtes nombreux dans le monde des scientifiques à vous intéresser aux cétacés? En fait, on n'est pas nombreux puisqu'on doit être 5 scientifiques à travailler à plein temps en France sur les cétacés. Et ça fait pas énorme si on pense aux centaines de scientifiques qui travaillent dans le domaine de la pharmacie, la biologie moléculaire, milliers d'ingénieurs. C'est pas énorme, on n'est pas très nombreux en fait. Alors dans quel sens vont ces recherches? Les recherches, tout d'abord, elles ont été dans le sens de savoir où étaient les animaux, les différentes espèces, combien il y en avait, et pourquoi elles étaient à tel endroit et elles n'étaient pas à tel autre endroit, tel autre secteur. Et les recherches actuellement s'orientent plus vers savoir que font les animaux dans leur milieu naturel, quelle est leur utilisation de l'habitat. Comment vous procédez alors pour les observer autrement qu'à l'œil? Depuis une dizaine d'années, on procède systématiquement avec de l'acoustique et du visuel. Il faut savoir qu'une grande partie des espèces de cétacés, quand ils ne sont pas visibles, on peut les entendre. On peut entendre les sifflements pour les dauphins, on peut entendre ce qu'on appelle les clics pour les cachalots. Dans vos observations en mer, est-ce que vous les identifiez, ces cétacés? La plupart du temps, quand on fait des études de population, on procède par des méthodes qui sont des genres de sondage. Dans ces méthodes-là, les animaux sont complètement anonymes.
comme quand les gens font des sondages politiques ou des sondages commerciaux dans la population humaine. Simplement, lorsqu'on en vient à identifier précisément les individus, par exemple dans le cas du cachalot, c'est lorsqu'on suit quelques animaux particuliers au cours de très longues périodes. Donc là, on va rentrer effectivement dans le cas particulier d'un individu que l'on va même aller jusqu'à baptiser avec un petit nom. Si on parle d'un cachalot qu'on a appelé Jojo, chacun va savoir que c'est ce cachalot qui a une grosse entaille à gauche et deux petites entailles à droite. L'étude des cétacés va permettre aux hommes, dans le futur, de mieux cohabiter avec ces espèces, savoir exactement quelles sont les phases les plus délicates dans la vie des cétacés, celles qui réclament une protection maximale, quelles sont les phases pendant lesquelles les humains peuvent interagir de manière négative, déranger les cétacés. Donc assurer, dans un milieu où la population humaine va encore croître, assurer quand même une pérennité aux populations de cétacés sauvages. Quel est votre meilleur souvenir de contact avec les cétacés? Disons que les baleines à bosse, c'était assez bien parce que en fait, elles sont assez démonstratives, elles font des sauts, elles mettent les nageoires hors de l'eau, donc ça laisse des assez bons souvenirs. Alors on les reconnaît bien effectivement les baleines à bosse parce qu'elles ont aussi ces bosses sur la tête, hein, c'est étonnant. Vous avez assisté à une chasse? Disons qu'on sait comment ça se passe. Elle fait des filets de bulles pour entourer sa proie et après elle remonte la gueule grande ouverte pour les attraper dans sa bouche. Alors là c'est un spectacle absolument étonnant. Hein. Parce que dans chaque gueule on peut garer une voiture quand même. Hein. Ouais. C'est monstrueux, hein, c'est énorme. Hein. Et puis après, en quelques secondes, tout le banc de harengs ou tout le banc de poissons, parce qu'elle ne mange pas que des harengs, disparaît englouti. C'est vraiment très impressionnant. Quel est le plus grand cétacé de Méditerranée? Ah, c'est facile, c'est le rorqual commun, Balaenoptera physalus. C'est une belle bête, gentille comme tout, avec des très beaux yeux, des yeux aimables, encore faut-il les voir. On dirait un sous-marin qui sort de l'eau avec un souffle puissant et l'animal glisse dans l'eau et à la fin, il y a un tout petit nageoire dorsale. Puis l'animal disparaît sous les flots. Aujourd'hui, l'homme est présent partout sur la planète. Il est sur la terre, sur l'eau, sous la surface de l'eau, dans les airs. Il se prend même parfois pour le bon Dieu. Mais pour sauver les cétacés, il ne faut pas compter sur un miracle. Il ne faut pas compter sur un miracle, il faut compter sur les hommes. C'est les hommes qui sont le problème, parce que si l'homme n'existait pas, les problèmes de pollution, d'interaction avec la pêche, avec des navires de commerce, ça n'existerait pas. Donc, ou on supprime l'homme, ou on supprime les cétacés, ou on apprend à vivre ensemble. On a le choix. Quelles sont les activités humaines qui, justement, ont tenu compte de cette alerte? Alors, depuis que le sanctuaire existe, cette entité a créé une prise de conscience, notamment, par exemple, dans les ferries. Il y a à la SNCM, les ferries qui font Continent-Corse, un commandant qui a vraiment pris ça à bras-le-corps, Fred Capoulade, et il est un peu le représentant des cétacés auprès de ses confrères commandants. On rentrait d'Ajaccio, il y avait un clair de lune, quoi. Il y avait un petit vent de nordée, et j'ai aperçu un souffle, juste à combien 50 mètres devant. Donc j'ai pas pu manœuvrer, j'ai pas eu le temps de prendre le levier, qu'on a ressenti un choc. On y pensait tous un petit peu inconsciemment d'une collision, mais ça a été vraiment le déclencheur qui a fait que pourquoi, comment on peut faire pour éviter ça, c'est pas normal, enfin, etc.
Je suis à bord des NGV pour observer les cétacés, notamment les baleines, afin d'essayer de trouver un moyen d'éviter les collisions avec ces animaux-là. Donc c'est essentiellement de l'observation et puis noter tout ce que je vois, donc le comportement, la distance, le cap des animaux, etc. Donc le corollaire principal, c'est la détectabilité de ces animaux-là pour éviter les collisions. Et en plus de ça, on fait des comptages du comportement, etc. Dorsale 8, donc relevé à 30 degrés tribord, 30 degrés tribord, 2000 mètres, 2000 mètres. Actuellement, la meilleure chose, notamment de jour, c'est regarder la mer, essayer de voir les animaux le plus loin possible pour déterminer leur cap et savoir si on est en route de collision ou pas. Après, pour la nuit, il y a actuellement sur ce bateau-là un système de caméra embarquée qui amplifie les faibles lumières, donc avec en plus des projecteurs à l'avant du bateau, des projecteurs infrarouges qui permettent de nuit de veiller la mer sur ces écrans-là. Ça, c'est pour les ferries, mais que se passe-t-il maintenant pour la pêche? Alors, pour la pêche, notamment, il y a eu des grandes discussions avec la coordination des pêcheurs pour la tenaille, les filets dérivants. Et là, les pêcheurs ont accepté d'arrêter leur pêche dans le sanctuaire du 15 août au 15 septembre pour éviter 85% des prises accidentelles des dauphins. Alors, par ailleurs, il y a des discussions pour la pollution, il y a également des discussions pour les accidents, les collisions avec d'autres bateaux, il n'y a pas que les ferries. Est-ce que le sanctuaire communique avec d'autres usagers de la mer, comme par exemple les plaisanciers? Le sanctuaire commence à communiquer avec le public en général. Alors, il y a des plaisanciers qui sont probablement les premiers aficionados du sanctuaire. Ça, c'est leur aire de jeu, c'est leur aire de plaisir. Et un de leurs grands plaisirs, c'est de voir des cétacés. Nous, notamment, nous avons une opération qui s'appelle l'opération Delphis, dans laquelle nous demandons 300 plaisanciers de prendre la mer. On demande à chacun de prendre en charge un carré de mer de 7 km par 7 km. Et une fois sur place, il doit faire des prélèvements d'eau, des observations et des comptages de cétacés dans son secteur. Nous avons d'un seul coup, avec l'aide de 300 plaisanciers, une vaste zone qui est couverte par des observateurs. Et ça, c'est tout à fait unique au monde. Pour quand le sanctuaire à l'échelle de la Méditerranée? Le sanctuaire actuel couvre déjà 88 000 km², mais ça fait qu'1% de la surface de la Méditerranée. Donc il est logique que si on arrive à faire fonctionner et gérer à l'accord de tous, que ce soit équitable et pour les usagers, et pour les cétacés, et pour les plaisanciers, et tout le monde, ben pourquoi pas l'étendre? Ça, c'est un projet logique. Quel message tu veux adresser à tous les gens, tous les utilisateurs de la mer aujourd'hui? C'est déjà qu'il y a certaines règles à respecter, c'est-à-dire pour ceux qui ne s'y connaissent pas comme ça, qui regardent les baleines juste pour le loisir, il ne faut pas s'approcher trop près parce qu'ils ne connaissent pas forcément toutes les réactions des animaux et ils ne connaissent pas forcément toutes les règles à respecter pour ne pas déranger l'animal. Et toi Claire, ton message? Déjà qu'avec la pollution, on ne pourra plus en voir. Donc si on se tue à les identifier, c'est pas la peine de après faire tout pour les détruire, quoi. Donc faut essayer de les protéger. T'as vu? Regarde là-bas. Ah ouais, c'est quoi? Je sais pas, on dirait qu'il y a des splashs. J'ai 13 ans, mais en fait, il y a une différence entre l'âge où j'ai commencé à les voir et l'âge où j'ai commencé à m'intéresser. Parce que, bon, quand j'étais petit, vers 4 ans, 5 ans, ils nous emmenaient sur le bateau. Donc, même si on ne s'y intéressait pas, on les voyait. Je regarde du mal. J'ai 10 ans, mais je me souviens pas du début où j'ai vu des cétacés, mais ça devait être à peu près il y a 5 ans, ou quelque chose comme ça.